Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon qui consacre son débat à Astérix, le secret de la potion magique, nouveau film d'animation qui fait suite à Astérix, le domaine des dieux, puisque après la multitude de grosses productions ratées, tentant maladroitement de donner vie à nos Gaulois moustachus en prise de vue réelle, si l'on met de côté bien sûr le chef-d'œuvre comique d'Alain Chabat, eh bien c'est un réel plaisir de découvrir en 2014 cet animé en images de synthèse, déjà puisqu'il était réalisé par Alexandre Astier, auteur et roi Arthur de la série Kaamelott, et Louis Clichy, animateur qui a fait ses armes chez Pixar, et que les deux réalisateurs avaient parfaitement capté l'essence et l'esprit de la bande dessinée mythique de Goscinny et Uderzo. Vous imaginez donc notre attente autour de ce nouveau volet intitulé Astérix, le secret de la potion magique, sorti en salle le 5 décembre et dont nous allons débattre aujourd'hui avec Thomas Lécuyer qui fait sa première dans le Saloon. Salut Thomas. Mais salut, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci de m'accueillir au Saloon, c'est voilà, cool. Bienvenue. Et puis notre irréductible Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Bonsoir. Comment vas-tu Thibaut ? Mais ça va bien. Très bien. Bon, eh bien, un petit coup de potion magique et c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Particularité de cet Astérix, il ne s'agit pas d'une adaptation de l'une des bandes dessinées, non, mais bien d'une histoire originale écrite intégralement par Alexandre Astier. L'histoire se centre sur Panoramix, le druide du village d'irréductibles gaulois, qui, à la suite d'une chute, décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Alors, accompagné d'Astérix et Obélix, il part à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la fameuse potion magique. Problème, il va tomber sur un ancien rival, prêt à en découdre. Alors Thomas, premièrement, qu'as-tu pensé globalement de cet Astérix, le secret de la potion magique ? Voilà, écoute, j'en ai pensé beaucoup de bien et je vais oser résumer mon avis dans un calembour facile. Je trouve que c'est carrément les aventures d'Astérix le Gaulois. Je pense qu'Alexandre Astier mérite sa place dans le village des irréductibles et sera un formidable personnage. Il a tellement compris, il s'est tellement approprié l'essence de la saga et il a rajouté aussi sa propre patte. Donc voilà, c'est vraiment Astérix, quoi. Au même titre qu'Alain Chabat finalement avec Mission Cléopâtre. Oui. D'ailleurs les deux s'entendent bien et s'aiment bien et travaillent de plus en plus souvent ensemble. Et il y a effectivement beaucoup de points communs entre les deux. Tu es d'accord avec ça, Thibaut ? Astier a tout compris à l'univers d'Astérix et a insufflé un petit peu l'humour qu'on pouvait retrouver dans Kaamelott ? Complètement. Je trouvais déjà que c'était la grande qualité du premier film, c'est qu'il avait réussi à réinterpréter pour le coup un scénario de la bande dessinée, en y insufflant effectivement son univers, mais sans en faire non plus un film d'animation Kaamelott, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une référence directe, il me semble qu'il y avait un c'est pas faux dans un dialogue, mais sinon là, c'était cette fois, pas, c'est les trompettes, et les fans là, de il y a les Kaamelott. Là il y a effectivement les corps du générique de Kaamelott dans le film, mais sinon c'est très discret et il reste du coup respectueux de l'univers de Goscinny et c'est ça pour moi la grande qualité, c'est que Astérix, Astier le dit lui-même d'ailleurs, c'est aussi et surtout Goscinny, c'est-à-dire que sans le verbe de Goscinny, sans son jeu sur les mots, sans son talent pour l'écriture, et depuis que Uderzo a repris tout seul et que d'autres auteurs ensuite se sont attachés à continuer les aventures d'Astérix, ça a clairement plus perdu un peu. Oui, c'est un reboot qui marche. En fait, c'est la première fois qu'on a un auteur haut niveau, un auteur à la hauteur de Goscinny. On envoie beaucoup de fleurs à Goscinny. Moi, je suis un fan absolu de Goscinny. C'est un de mes héros en termes d'humour, de jeu de mots, de savoir d'écriture, etc. Il faut aussi, je pense, rendre à Astier cette volonté de respecter l'univers d'Uderzo aussi. Parce que du coup, on a un peu tendance à cracher sur le dos d'Uderzo facilement, je trouve, en disant oui, mais depuis qu'il n'y a plus Goscinny, c'est nul. Uderzo, c'est vrai qu'il s'est planté avec ses derniers albums de bande dessinée. Le coup de Le ciel lui est tombé sur la tête, qui est le dernier album BD signé Uderzo, est une catastrophe. Qui est sorti quand celui-là il y a 7 ans, si je ne m'abuse, avant que Conrad et Ferry aient repris la BD. De manière assez honnête d'ailleurs. Uderzo, notamment dans les films d'Astier, il y a 2 points forts qui sont développés et qui appartiennent vraiment au style Uderzo. Il y a des animaux.
Uderzo a toujours pris beaucoup de plaisir à imaginer un bestiaire et des animaux ont une place importante dans Astérix. Il y a les poules, il y a les chameaux dans le les sangliers, Astérix, ici, les sangliers, les hein. chevaux. Et le fait que Astier donne un rôle clé dans l'intrigue à des sangliers va clairement dans le sens d'Uderzo. Et puis, l'écologie aussi. Uderzo est un écologiste convaincu. Les albums d'Astérix sont des plaidoyers écologiques. Il y a évidemment le gimmick d'idée fixe qui pleure quand on arrache un arbre. Mais la forêt est un personnage à part entière chez Uderzo. Et dans le dessin animé, les 2 dessins animés d'Astier, il y a une richesse graphique au niveau de la forêt, au niveau de la verdure, des arbres, des plantes, des décors naturels, qui est fabuleuse. Il donne beaucoup de soin à tout ça. Et ça aussi, ça va dans le sens de cet héritage d'Uderzo. Voilà, Astérix et Obélix, c'est pas que Goscinny, c'est aussi Uderzo. C'est ça. Ouais, alors concernant la patte graphique, effectivement, il faut reconnaître le talent d'Uderzo. Et le signifiant, du coup. Tout à fait. C'est écolo. Et d'ailleurs, dans ce nouveau film, il y a même une séquence qui rend directement hommage au trait d'Uderzo. Il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce de séquence flashback qui est pour le coup dessinée en animation 2D, sous forme de croquis, si on veut, et qui là, du coup, est revient sur un hommage au dessin de la formation de Panoramix, en fait. C'est ça, oui. C'est ce passage-là. Mais c'est vrai que l'animation est assez belle. J'en connais certains qui sont assez... qui ne sont pas très friands de cette animation en 3D comme ça, tout en synthèse. C'est toujours risqué de passer de la bande dessinée et de la 2D à du volume, quoi. Ça peut donner quelque chose d'effectivement qui a plus le même, où on n'a plus le même rapport à l'image. Mais là, je trouve que ça marche totalement. Mais pour moi, ça fonctionne. Et on doit ça au talent de cet animateur, Louis Clichy, quand même, qui avait déjà fait ses preuves dans le domaine des dieux, mais là encore. Alors, il y a une certaine naïveté, je trouve, beau. dans l'adaptation graphique. C'est tout dans la rondeur, tout dans la simplicité du trait. Plus encore que dans les albums. Je pense que c'est une naïveté voulue par Clichy dans les personnages et par Astier, j'imagine. Peut-être que c'est pour rendre le film accessible. Le film, c'est à partir de 4 ans accompagné d'un adulte. Moi, je suis ravi parce que je peux y aller avec mon fils, qui est déjà fan d'Astérix. Mais je pense que c'est fait pour ça. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu rond et dessin naïf dans les personnages, notamment, qui est, moi, je pense, fait pour que ce soit accessible à un grand public. Parce que la force d'Astérix, c'est aussi le fait que de 4 ans à 90 ans, on se marre, vraiment, et on se marre intelligemment, parce qu'il y a du sens dans tout ça. C'est ça qui est fort. Et la grande réussite, je pense, de ce secret de la potion magique, qui est lié à son challenge de base, c'est cette histoire originale, quand même, où là, on se dit, mais ça pourrait être une BD écrite par Goscinny et Uderzo. Et franchement, dans l'efficacité de son scénario, de sa mise en place, moi, je trouve ça pratiquement parfait, en tout cas en termes de narration. C'est simple, c'est efficace, on comprend tout de suite les enjeux dès le début du film, on sait que Panoramix, ça va pas être simple d'aller à la recherche de ce successeur, et puis on va suivre ce parcours avec, bien entendu, ces 2 Gaulois, et puis Astérix qui est relégué, comme dans la BD finalement, un petit peu au second plan, pas dans toutes les BD, mais disons que là, c'est vraiment l'histoire de Panoramix, et c'était très intéressant, je pense, de s'intéresser à ce personnage, de le développer, de s'intéresser à son background. Et moi, je trouve qu'Astier réussit totalement l'exercice. D'autant plus vu ce qu'il en fait, vu ce qu'il raconte avec ce scénario. Pour dire que c'est justement son premier scénario original, je trouve très pertinent de partir sur une histoire qui parle de la transmission, parce qu'on a effectivement un Panoramix qui se rend compte qu'il n'est pas éternel et qui doit penser à la suite, s'il lui arrive quelque chose, qui s'occupera de préparer la potion magique. Et c'est pas étonnant au final que Astier a dû évidemment présenter le scénario à Uderzo, qui l'a validé, et ça a dû effectivement lui parler, cette idée de transmission, parce que lui a lui-même dû passer la main sur son œuvre et l'a confier à quelqu'un d'autre. Alors il y a eu 2 scénarios originaux produits au cinéma pour Astérix. Il y a eu Les 12 travaux d'Astérix, un dessin animé sorti en 69, qui est excellent, qui a été produit et réalisé par Uderzo et Goscinny. Et celui-là, c'est la 2e fois qu'il y a une aventure originale d'Astérix qui est transposé sur grand écran. Donc c'est assez remarquable. Ouais. Et puis ce qui est très fort, moi ce que j'adore aussi, c'est cette idée de montrer cette confrérie de druides qui sont finalement... Alors elle existe déjà dans les albums, celle-là. Ouais. La forêt des Carnutes et tous les druides dans le combat des chefs, qui est une grosse inspiration de ce dessin animé-là, du secret de la potion magique. Dans le combat des chefs, il y a la plupart
des druides qui sont présents dans la confrérie qu'on voit dans le dessin animé Est-ce qu'ils d'Astier. sont montrés aussi incompétents qu'ici? Parce que là, franchement, clairement. c'est... Oui, alors, ils sont montrés incompétents, mais on sent bien la patte d'Astier Ah dans ouais. ce côté Moi, je revoyais réunion, Kaamelott, là. blabla. Exactement, là, on est vraiment Complètement. dans l'humour Kaamelott, où on a fait des petites fiches et tout, ce côté un peu table ronde, etc. on est à fond dans l'humour Kaamelott. Mais ça qui est bien, c'est que ces deux univers, Kaamelott et Astérix, sont hyper fédérateurs, avec des communautés de fans et d'addicts très très fortes. Et ben, on peut se retrouver tous dans ce genre de dessin animé là. Et puis l'antagoniste aussi, parlons-en, ce druide, j'ai oublié le nom là d'un coup, mais ce méchant Téléphérix qui finalement est... Je crois pas que ce soit lui le méchant. Non, aussi. Téléphérix, c'est pas le roux finalement. Ah non, pardon, le c'est roux qui vient de Suisse avec un accent suisse-allemand. Oui, c'est ça. Ouais, qui est perché dans ses montagnes et qui essaie de refaire Alors, je sais plus comment il la s'appelle, recette de la potion magique pour impressionner Panoramix. Parce que c'est ça, Panoramix, il va voir les druides un peu partout en Gaule et puis il va leur demander vas-y, fais-moi ton meilleur sort, en fait, montre-moi tes plus grands atouts. Et il y a cette confrontation avec ce grand méchant qui finalement va s'allier aux Romains pour essayer de faire tomber Panoramix. Et puis on comprend que la rivalité qui les oppose, c'était que Panoramix a toujours été considéré comme étant le meilleur druide de toute la confrérie, alors que lui, le méchant, avait les plus grands pouvoirs, mais c'était pas finalement les plus grands pouvoirs qui intéressaient le monde, c'était plutôt la beauté et le côté artistique de Panoramix qui a fait finalement sa réputation. Là-dessus aussi, je trouve ça vraiment intéressant et très bien mené dans cette construction du protagoniste, de l'antagoniste et de cette rivalité entre ces deux personnages. Ouais, je pense que c'était justement pour moi ce qui manquait un petit peu au domaine des dieux. C'était pour le coup un vrai antagoniste. Évidemment que le méchant principal du film, César. finalement, c'est César, mais Ouais. qu'on voit pas beaucoup. Et là, effectivement, Astier crée ce méchant qui est très intéressant parce que ses motivations sont compréhensibles. Il y a quand même une caractérisation assez détaillée, je trouve assez complexe et assez subtile. Et puis, ça n'empêche pas aussi de faire des trucs assez cartoonesque à la fin et de s'amuser avec. Ouais, moi j'ai une petite réserve justement sur la fin qui est un peu trop spectaculaire à mon goût, on en fait un peu des tonnes, je ne vais pas spoiler mais bon, on Allez, sent... allons-y, on dit qu'on spoil, On Thomas. flirte Non. avec le Kaiju Ega, on peut le dire. Voilà. Ouais. Le druide devient le druide méchant, donc Oui, l'antagoniste et puis- devient énorme Ouais. et puis va affronter... Je trouve que ça va pas dans cet univers-là, ce genre d'excès Ah ouais graphique, mais c'est une petite chose perso. Ouais. Ouais. Bah, au contraire, moi justement, je trouvais que c'était assez En fait- intéressant d'amener ça et d'amener quelque chose finalement de beaucoup plus adolescent, voire jeune adulte dans ce traitement-là. Et tout ça, ça m'a complètement parlé. Justement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce final et dans tout le reste du film d'ailleurs, c'est que Astier et Clichy d'ailleurs se réapproprient encore plus l'œuvre d'origine, tout en restant fidèles, je trouve. Il y a justement ce final assez spectaculaire. Astier, comme on l'a dit, insuffle encore plus de Kaamelott, mais sans que ça fasse sans que ça détonne trop, et on emmène l'univers vers autre chose et on s'amuse avec, et ça c'est très jouissif, je trouve. Complètement. Par contre, pour comparer un petit peu avec le domaine des dieux, dans le domaine des dieux, il y avait une vraie critique du capitalisme, de la société. Oui, qui était dans l'album original aussi. Complètement. Et puis là, vraiment, on sentait le ton assez corrosif d'Alexandre Astier là-dessus, cet engagement aussi politique qu'il peut avoir à certains moments. Ici, on s'intéresse beaucoup plus au patriarcat, à la société patriarcale, avec justement cette confrérie de druides qui va être montrée comme absolument incompétente alors qu'elle veut garder une certaine tradition et puis contrôler finalement cette forêt, contrôler la Gaule par leur pouvoir. Et on va montrer que finalement, c'est pas les anciens patriarches qui ont raison et puis qui sont là qui doivent garder leur place. Donc il y a toute cette critique-là que je trouve assez intéressante aussi. Oui, qu'il développe. au-delà de ça, je pense simplement que l'incompétence est un des ressorts comiques préférés d'Alexandre Astier. Ouais. Il se sert beaucoup évidemment pour dénoncer l'absurdité des systèmes qui supportent pas, mais voilà, c'est un des principaux ressorts comiques d'Astier, c'est l'incompétence, et là elle est parfaitement développée, que ce soit chez les Romains ou chez les druides, effectivement. Il y a que ce village d'irréductibles qui et encore on voit les tentatives désespérées
Don Ralphabetics, le poissonnier, pour essayer de faire une potion magique. Et là aussi, au niveau incompétence, on est C'est on est pas tellement mal. drôle ça aussi, Ouais. tout ce petit gimmick qui va servir tout au long, ce comique de répétition Moi, avec Ordre Alphabetics. Ouais, c'est ça qui est marche intéressant, très bien. c'est qu'il fait aussi beaucoup exister les personnages secondaires. Il en Ouais. fait quelque chose. C'est pas juste un décor. Parce quoi. que ça aussi, c'était toujours présent aussi dans les albums d'Astérix. Je pense que ce qui a fait le succès aussi phénoménal de ce bonhomme gaulois, c'est cette espèce, j'imagine, derrière tout ça, il y a une certaine idée de la France, un peu dans Bien sûr. depuis le début des années 60, quand les aventures d'Astérix ont commencé. Voilà, c'est ce petit village fier de ses racines, mais toujours accueillant, gourmand, râleur, fêtard, curieux, écolo, libre, généreux, soudé, toujours en lutte contre les puissants, Ouais. mais aussi un peu protectionniste et ouvert sur le monde. Il y a un mythe derrière tout ça, un qui mythe respecte totalement Astier. qu'on s'attache. Oui, mais c'est une représentation mythique de la France aussi, je Ouais. pense, telle qu'on aimerait, telle qu'on la rêve, en fait, avec où ses défauts deviennent des qualités. Et je pense que c'est pour ça qu'il respecte effectivement beaucoup cet univers. Il y a d'ailleurs beaucoup d'humour sur les régionalismes quand ils font leur tour de Gaule des druides là, pour aller chercher les nouveaux druides. Il y a des séquences assez drôles où on voit ils vont en Provence, ils vont en Alsace, ils vont un peu partout. Dans la région de Bordeaux aussi, ça a toujours été aussi dans les albums quelque chose de très présent. Et dans les montagnes suisses, quoi. Dans les Moi, ça montagnes aussi, suisses, ouais. Ça nous fait marrer particulièrement ici, quoi. C'est marrant parce que si on compare avec un autre mythe de la BD, Tintin, par exemple, Hergé, ce côté Wikipédia, il adorait faire voyager ses héros, mais alors on était dans l'encyclopédie. Trop premier degré, souvent, après avec Tintin au Congo, où on le traitait de raciste, mais il était le reflet d'une époque. Bien sûr. C'était trop premier degré, trop sérieux pour qu'on puisse en rire. Et Goscinny, c'était tout l'inverse. Il adorait faire voyager ses héros aussi, mais lui, il était dans le clin d'œil, dans la taquinerie, dans l'irrévérence. Il jouait aussi des clichés, mais d'une manière totalement second degré. Et là aussi, encore une fois, c'est extraordinairement bien respecté et développé dans le film, quoi. Il y a plein de clins d'œil aussi à l'actu et tout. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il arrive aussi à réactualiser la BD, mais sans en faire quelque chose de racoleur, comme pouvait l'être par exemple Astérix aux Jeux Olympiques, où là, le final, c'était une succession de guests, les stars du moment. On avait Zidane, tout ça, et ça se voulait actuel, mais ça flirtait, enfin ça misait juste sur l'aspect un peu pop, quoi. Et finalement, ça avait aucun intérêt. C'est vieux 10 ans après, quoi. Tandis que là, effectivement, on ajoute un petit peu d'actu, avec des petits clins d'œil par-ci par-là, mais c'est pertinent. Ce qui n'avait pas marché finalement avec la plupart des live-action d'Astérix, les films en prise de vue réelle, mis à part, comme je l'ai dit, ce chef-d'œuvre d'Alain Chabat, c'est que finalement, il manquait des vrais auteurs. Des vrais auteurs à la base. Et là, ce qui est très intéressant sur ces deux films, c'est qu'on a une démarche qui ressemble, un processus créatif qui ressemble vraiment, je trouve, dans le cadre du cinéma, à ce que faisaient Goscinny et Uderzo dans la BD. C'est-à-dire que, en fait, les films se fabriquent de cette façon, c'est que Astier, écrit les scénarios évidemment, il s'occupe des sessions d'enregistrement des doublages avec les comédiens, qui fait jouer. Et donc il s'occupe de la direction d'acteurs également, et ensuite Louis Clichy s'occupe d'animer tout ça et de mettre en scène, et il y a une vraie symbiose entre les deux, et on a, je trouve, il me semble, un peu ce même rapport entre un espèce d'amoureux du verbe, des lettres, tout ça qui est Astier et que pouvait être Goscinny, et un mec talentueux pour la mise en image qui est Clichy et qui pourrait se rapprocher d'un Uderzo du coup. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Petite anecdote, on l'a pas dit, mais tu parlais des voix, ça m'a fait penser. Pour la première fois, c'est pas Roger Carrel qui donne la voix d'Astérix. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Christian Clavier. Oui, qui alors moi, c'est un vrai. incarné Astérix. C'est le point négatif du film pour Ah moi. ouais. Clairement. Alors, parce que personne ne peut Roger remplacer Carrel Roger Carrel, mais clairement, c'est une qui est donc la voix du tellement... dessin animé Astérix. Oui, en fait. qui a été la voix d'Astérix pendant 40 ans, qui a été aussi la voix de Winnie l'ourson, la voix de Benny Hill, enfin la voix de plein de gens cool. Clavier, il aurait pu avoir sa légitimité parce que ça a été le premier à incarner Astérix en chair et en os, mais
quand on entend cet Astérix-là de dessin animé, on voit Clavier, parce qu'il peut pas s'empêcher d'avoir ses gimmicks, il fait tout le temps, même quand il parle comme ça, il fait Allez, Obélix, Enfin, franchement, c'est... Belle imitation, bravo, Thomas. C'est très énervant. Moi, je trouve qu'il aurait fallu une voix un peu plus neutre, quelque chose d'un peu... la voix d'Astérix, quoi. Pas la voix de Clavier qui fait Astérix. Je comprends. Voilà, c'est un petit détail, un petit détail. franchement. Mais puisque t'en parles... Ouais. Je fais un petit bond en arrière. Je reviens sur le message du film et sur cette idée de patriarcat dont j'ai parlé, parce que là où je voulais vous emmener, c'est une de mes petites réserves par rapport au film et par rapport aux propos qu'il développe. Attention, spoiler, si jamais, vous l'aurez remarqué. Il y a un banquet à la fin. Il y a un banquet à la fin. Non, c'est que vous l'aurez remarqué sans doute, c'est que finalement, la transmission de cette potion magique, Panoramix ne va jamais trouver son successeur, ne va jamais trouver le druide. Bah, si. Oui et non. Mais t'as pas compris la fin. Non, mais justement. Justement, je trouve que ce qui est intelligent, c'est qu'il trouve son successeur, mais la transmission ne se fait pas. Et du coup, le statu quo est quand même conservé à la fin. Et donc, à la fois, disons qu'il met en lumière une possibilité de renouvellement, mais on casse pas tout non plus. Moi, ça m'a un petit peu gêné. Cette espèce d'entre-deux, je trouve justement pertinent. Ouais, moi c'est justement ce qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je me suis dit, il touche un petit peu à ça, mais finalement, à la fin, on l'évince un petit peu. Disons-le, c'est que c'est une petite fille, en fait, qui finalement... Tu spoil beaucoup. Gros spoiler. Beaucoup, mais Ouais. j'ai dit avant que c'était... Voilà, spoiler. Donc, c'est cette petite fille qui va apparaître au début du film et puis qui va les suivre dans leur épopée. Et finalement, même sans être un druide, même sans avoir les secrets d'une bonne potion, etc., et finalement, elle va montrer qu'avec le courage et puis qu'avec la volonté, le respect du village, de la tradition, etc., elle va pouvoir prendre le flambeau. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un message hyper beau là-dessus, très contemporain aussi dans toutes nos questions sociétales. Et du coup, ça m'a un poil laissé sur ma faim qu'il ne développe pas plus ça, en fait, et qu'il laisse ça vraiment d'un coin de la lorgnette, et puis pas plus. Peut-être qu'il va s'en servir dans des futurs épisodes. Peut-être, qui sait. Non, mais donc toi non plus, ça t'a pas Non, gêné, pas du tout. Thomas. Moi, je trouve que c'est très bien fini, justement. D'accord. C'est très juste sur la fin. Je suis d'accord avec toi, Thibaut. Ouais. Bon, donc en tout cas, Astérix, le secret de la potion magique, réalisé donc par Alexandre Astier et Louis Clichy, sorti en salle le 5 décembre. C'est un conseil du Saloon, j'imagine. On a dit que du bien. On a dit que du bien. Quasiment. Si, Des petites réserves peut-être sur certaines choses, mais voilà, c'est un gros conseil. Par la voix de Christian Clavier, il n'y a pas trop de réserve. Voilà, vous pouvez aller vous faire votre propre avis, bien entendu, en salle pour aller voir le film. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Thomas Lécuyer, d'avoir été avec nous. Mais merci de Je te l'invitation. dis à très vite dans le Saloon. Merci à toi, Thibaut. Et on Plaisir. se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter tous nos épisodes du Saloon sur SoundCloud, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, vidéo, j'en passe et des meilleurs. Vous savez où nous trouver. À bientôt.